Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo consacrée à la portée du principe d'équilibre du budget de l'État. Une vidéo réalisée par Maxence Daviolante, Mackendy Dor, Camille Fèvre, Amile Guéquière et Jeanne Marion. Une vidéo réalisée dans le cadre de leur Master 2, Master 2 Finance et Fiscalité Publique d'une part, Master 2 Droit Public Général et Contentieux Public d'autre part, réalisée dans le cadre de l'année universitaire 2025-2026 à l'Université de Lille. Bonjour à tous, alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que comme nous, vous vous interrogez sur le principe de l'équilibre budgétaire et ça tombe bien. Aujourd'hui, nous sommes à Grande Place, dans le cœur de Lille et nous allons demander aux différentes personnes que nous verrons, ce qu'ils pensent de ce principe. Là, nous nous retrouvons alors avec Mathis et donc une question très simple Mathis, est-ce que tu connais le principe de l'équilibre budgétaire de l'État? L'équilibre budgétaire, non. Non, non. Ça ne te dit rien du tout. Le principe de l'équilibre du budget de l'État, c'est que les recettes doivent être équivalentes aux dépenses. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on reçoit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou alors est-ce que l'État peut se permettre d'emprunter, d'avoir des budgets qui ne sont pas à l'équilibre? Alors, vu la dette, je crois que la France a, je pense qu'on est déjà dans un bon emprunt. Mais non, ça devrait pas. Donc mesdames, qu'est-ce que le principe de l'équilibre du budget de l'État? Est-ce que vous le connaissez déjà pour commencer? Pas du tout. Alors, légèrement, c'est l'équilibre entre les dépenses et le gain, non C'est ça, c'est Ouais, dépenses les résultats. doivent être égales aux gains, Ouais. justement, en recettes. Ok. Précisément. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien, que l'État essaye de respecter cet équilibre, même si on verra que c'est pas vraiment le cas? Ou est-ce que vous pensez que l'État peut emprunter pour financer des investissements et autre chose? C'est bien d'emprunter, mais là, on a quand même beaucoup trop emprunté à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être un peu se calmer et que ce soit égal. Exactement, je suis d'accord. Pour moi, aujourd'hui, l'État ne respecte pas du tout cet équilibre. Il y a trop de dépenses par rapport aux résultats actuels et d'où, je pense, toutes ces petites réunions pour aller chercher de l'argent un peu partout. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, ouais. Et arrêtons de payer des impôts. Ouais, et arrêter d'emprunter. D'accord, mais merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonjour monsieur, Bonjour. est-ce que vous connaissez le principe de l'équilibre du budget de l'État? Oui, la nécessité d'équilibrer, mais bon, ça fait 50 ans qu'il n'est pas équilibré, donc on n'est plus à une année près, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous pensez malgré tout que l'État peut, avec parcimonie, faire des emprunts notamment pour financer des investissements divers et variés? Je pense que les investissements, je dirais, pour se projeter sur l'avenir, qui ont un intérêt, je dirais, d'amortissement, je pense que oui. Par contre, les investissements pour payer un tel ou un tel, ça va pas, quoi. Les budgets de fonctionnement, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Bon. Et est-ce que N'importe quel ménage qui aurait fait ça depuis 50 ans, bah, c'est fini, quoi. Ça serait déjà fini. Mais bon, Tout à l'État, fait. Et est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir des instruments beaucoup plus forts pour contraindre, littéralement contraindre, un équilibre budgétaire? oui. Bah, il y en avait théoriquement au niveau de l'Europe, il y avait la règle des 3% qui n'a jamais été trop respectée. Mais je pense qu'il en faudrait, oui, forcément. Ben, merci beaucoup en tout cas monsieur. Puis, alors qu'est-ce que vous pensez également, est-ce que surtout vous connaissez le principe de l'équilibre du budget de l'État? Pas du tout, absolument non. pas. Absolument pas? Non. Bon bah faudra regarder la vidéo pour savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo présentant le principe d'équilibre du budget de l'État. Tout d'abord, nous remercions les participants lillois d'avoir répondu à notre question qui ont permis ainsi de présenter cette vidéo et d'introduire cette vidéo. En effet, l'équilibre n'est pas un principe solitaire. En effet, il existe de nombreux principes tels que l'unité, l'universalité, la spécialité et la non-affectation, qui sont eux des principes nationaux. Mais il y a aussi l'annualité et la sincérité, qui sont des principes contemporains. Et enfin, la bonne gouvernance et la transparence des finances publiques, qui sont eux des principes supranationaux. Effectivement, il y en a beaucoup. Dans cette vidéo, seul le principe d'équilibre sera étudié. Et cela, ce n'est pas déjà une mince affaire. Ce principe encadre l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Mais avant d'aborder la question de l'équilibre budgétaire de l'État, il sera exclu de notre vidéo le principe d'équilibre du budget des collectivités territoriales, également pour les lois de financement de la sécurité sociale. Et il sera exclu également l'excédent budgétaire comme prévu en Suède, étant donné que cela n'est pas pertinent pour la France. Il faut d'abord comprendre que la définition du principe d'équilibre peut dépendre de l'époque dans laquelle on se place. En effet, la conception économiste classique qu'on retrouve au XIXe siècle définissait l'équilibre budgétaire comme neutre, c'est-à-dire ni excédent ni déficit, condamnant ainsi le recours à l'emprunt, sauf circonstances exceptionnelles. On parle ici de guerre ou encore de crise, conception qui sera appliquée jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Mais l'effet conjugué des deux guerres mondiales, ainsi que la crise économique des années 1930, a rendu cette conception classique intenable. Une nouvelle logique pluriannuelle s'impose en compensant les années déficitaires par les années excédentaires. La logique de déficit systématique, développée par Keynes ou encore Beveridge, a ensuite pris le relais. Le budget est alors instrumentalisé à la réalisation des objectifs économiques, en ce sens que les déficits budgétaires favoriseraient la relance économique et les rentrées fiscales qui en découlent rétabliraient la situation budgétaire. Cependant, au fil des années, la conception keynésienne a démontré ses faiblesses. En effet, en France, on a vu la situation budgétaire de l'État qui a commencé à se détériorer de manière significative, notamment à partir des années 1971, et elle est devenue systématiquement déficitaire depuis 1975, soit environ depuis 50 ans. En 1992, avec l'adoption du traité de Maastricht, la lutte contre les déficits excessifs est devenue primordiale. Il est donc fixé à un seuil de tolérance de déséquilibre à hauteur maximum de 3% du PIB du pays membre. Également, le TFUE, donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a instauré une obligation d'équilibre pour le budget de l'Union. Ces règles concernent le déficit public excessif et le budget de l'Union et non le budget de l'État en tant que tel. Ainsi, les règles européennes ne seront pas plus abordées dans cette vidéo. Mais concrètement, comment l'équilibre budgétaire s'exprime-t-il en France? Maxence va vous l'expliquer tout de suite. L'ordonnance du 2 janvier 1959 ne fait pas mention du tout de l'expression équilibre budgétaire, mais seulement d'un principe d'équilibre économique et financier. Et cet équilibre n'est pas considéré comme juridiquement contraignant. En effet, le Conseil constitutionnel n'a jamais sanctionné un quelconque déséquilibre budgétaire. Néanmoins, celui-ci a dégagé un principe fondamental du droit public financier à travers la définition de l'équilibre économique et financier. Donc, la France, pour répondre aux exigences européennes, a adopté la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à savoir la fameuse LOLF, qui s'est substituée à l'ordonnance de 1959, complètement. Pour la première fois, l'expression équilibre budgétaire est utilisée dans un texte juridique contraignant. Et l'application de la LOLF en 2006 a renforcé le principe d'équilibre en introduisant deux sortes de plafonds. Ce principe est concrétisé à l'article 34 de la LOLF et son impact s'étend à toutes les dispositions législatives et réglementaires à incidence budgétaire. Il est également important de rappeler que le principe d'équilibre est associé au principe de sincérité, étant donné que l'insincérité du contenu de la loi de finances s'apprécie inévitablement en termes de déséquilibre, selon le Conseil constitutionnel. La traduction se trouve dans la LOLF. Le principe de sincérité implique l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminées par la loi de finances. La LOLF prévoit également des mécanismes afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire. Notamment, l'annulation de crédit prévoit à l'article 14 et l'annulation comme gage du crédit d'avance prévu également à l'article 13 de la LOLF. Toutes ces explications conduisent à démontrer que l'expression de l'équilibre budgétaire est protéiforme. Voilà pour l'explication du principe en général, abordons-le de manière plus détaillée maintenant. Cette vidéo explicative l'abordera sous différents angles, à savoir 5 angles différents, et essaiera de mettre en lumière la réalité d'application du principe d'équilibre, un principe fondamental. Commençons avec les raisons du déficit. Pour rappel, la France est en déficit depuis 1974, date de son dernier budget voté à l'équilibre. Cette tradition française d'être en déficit ne résulte pas uniquement depuis 1974, mais remonte bien au-delà avec notamment les dépenses de l'époque médiévale sous Saint-Louis, qui était donc Louis IX, qui finançait ses croisades par l'emprunt auprès des banquiers génois qui anticipaient le remboursement de leurs prêts grâce au pillage des pays conquis. À partir de Louis XIV, la dette royale est estimée à 3 ou 4 milliards de livres, représentant au moins 10 ans de revenus et peut être considérée à 90% du PIB. Alors, continuons ce petit rappel historique avec l'existence d'un siècle de stabilité monétaire entre 1815 et 1914, où Louis XVIII établit une charte constitutionnelle le 4 juin 1814 qui dispose en son article 70 que la dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable. Avec la Première Guerre mondiale, la dette publique est très lourde, environ 150% du PIB et même jusqu'à 170% du PIB à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi 1974 comme point de départ du feuilleton politico-budgétaire hexagonal? La première raison résulte du choc pétrolier de l'automne 1973, faisant suite à la guerre du Kippour avec le
quadruplement des prix du pétrole et notamment ça va engendrer un déséquilibre entre les échanges internationaux et l'économie des pays importateurs. La deuxième raison, elle, date de février 1973, notamment avec les États-Unis qui décident une deuxième dévaluation du dollar par rapport à l'or et laissent leur monnaie flotter librement sur le marché d'échange. La troisième raison, elle va débuter dès les années 1970, notamment avec le commencement de l'Union économique et monétaire, avec en 1978 la création du système monétaire européen. Après avoir expliqué les bases du déficit public, regardons désormais la nature et l'ampleur de cette dépense. Il faut bien se rendre compte qu'après 1945 et la Seconde Guerre mondiale, la montée en puissance de la sécurité sociale amenée par cet État-providence qui prend le relais, eh bien, va largement faire augmenter les dépenses publiques, environ 58% du PIB, avec notamment la protection sociale, les différentes assurances, le chômage, la santé, rattrapé également avec de nouvelles guerres à l'est de l'Europe, qui va de toute façon faire un petit peu dégringoler les dépenses publiques. Aujourd'hui, les recettes fiscales sont clairement insuffisantes pour couvrir ces dépenses, même si les prélèvements obligatoires sont élevés. Ils représentent environ 45% du PIB, l'un des plus forts taux au monde, en tout cas sur de l'Union européenne. Et ils ne suffisent plus du tout à couvrir les dépenses, avec notamment l'évasion et l'optimisation fiscale. Aujourd'hui, le poids de la dette publique est tel, environ 110% du PIB, que l'État doit chaque année prévoir dans son budget le remboursement des intérêts. Les mauvaises conjonctures économiques des dernières décennies ont également accentué la crise des dépenses publiques et du déficit public chronique désormais, avec à la fois la crise des subprimes, la crise de la zone euro de 2010 à 2012 et désormais de crises très très proches, à savoir la crise du Covid-19 et crise énergétique et géopolitique avec la guerre en Ukraine. Maintenant, les raisons de ce déficit expliqué, abordons ses conséquences. Les conséquences sont nombreuses. Voyons les principales. La première qui nous vient à la tête est évidemment l'accumulation de la dette publique. L'État en déficit est obligé de recourir à l'emprunt pour combler l'écart et rembourser les dettes existantes. Si les marchés doutent de la capacité de l'État français à maîtriser son endettement, il exige alors une prime de risque plus élevée, ce qui se traduit par des taux d'intérêt plus élevés sur les émissions d'obligations de l'État. Même si cela n'est pas encore arrivé pour la France, cela fragilise les finances publiques et peut mener à un cercle vicieux. Pour donner une illustration de l'ampleur à la fin du premier semestre 2025, la dette publique est estimée à 3 345,8 milliards d'euros, soit environ 114% du PIB. Le déficit a aussi des conséquences sur les services publics, créant des tensions. En effet, pour maîtriser le déficit, l'État peut être contraint par la dette de réduire ou geler les dépenses publiques, y compris dans des secteurs sensibles, santé, éducation, infrastructure, aide sociale. Ainsi, une baisse des dépenses publiques peut conduire à une dégradation de l'offre des services publics. À plus petite échelle, cela a des conséquences sur les citoyens et plus particulièrement sur les classes moyennes. Pour combler les déficits, l'État peut recourir à des hausses d'impôts, à la suppression des niches fiscales ou encore à l'augmentation des contributions. Cela peut peser sur le pouvoir d'achat. Si les ménages considèrent que les déficits font les hausses d'impôts futures, ils réagissent en diminuant leur consommation pour constituer une épargne de précaution, ce qui pénalise la croissance. De plus, des effets sur l'emploi, la croissance et la stabilité sociale peuvent se ressentir. Une politique d'austérité drastique peut entraîner une récession, une hausse du chômage, une baisse des investissements privés et publics. Ainsi, il peut y avoir des tensions sociales, mécontentement et mouvements de contestation. À un niveau extrême, le déficit peut entraîner une perte de souveraineté budgétaire. Un État trop endetté peut être fragilisé dans ses choix politiques, notamment avec des pressions extérieures, comme par exemple avec la procédure de déficit excessif mise en place par l'Union européenne. Nous avons vu la conception du principe d'équilibre en France, mais qu'en est-il des autres pays? Amélie va vous l'expliquer. Au niveau européen, la prise en compte du principe est très différente de celle qui est appliquée en France. Dans l'Union européenne, ce principe est inscrit à l'article 310 du TFUE. Plusieurs États membres ont également choisi d'aller plus loin. C'est d'abord le cas de l'Allemagne, pionnière en la matière, mais également de l'Italie, de l'Espagne ou encore du Portugal qui ont suivi le même mouvement de constitutionnalisation du principe, donc imposant une valeur contraignante à ce principe. En Slovénie, une autre conception existe. Ici, la Constitution mentionne depuis 2016 la nécessité d'un budget équilibré à moyen terme.
Ce principe n'est toutefois pas exclusif à l'Europe. En effet, au niveau mondial, certains pays adoptent également une vision comparable à celle pratiquée dans l'Europe. En Afrique, le principe d'équilibre se retrouve dans de nombreuses constitutions. On peut citer par exemple le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et bien d'autres encore. En Amérique du Sud, c'est beaucoup plus rare, on le retrouve au Pérou, notamment à l'article 78 de sa constitution, et en Amérique centrale, au Costa Rica et au Panama, on impose aussi ce principe dans les textes fondamentaux. Toutefois, pour la plupart des pays, dans la pratique, les résultats de cette politique restent très mitigés. Désormais, nous allons nous atteler aux garants de cet équilibre budgétaire. Ainsi, Comment ça, les garants? Mais tu ne peux pas dire ça à la caméra. et je dis quoi dans ce cas? Alors, dans ce cas, parle des acteurs qui participent à la préservation de ce principe, le principe d'équilibre budgétaire de l'État. D'accord, ok. Il existe donc plusieurs organes que nous pourrions nommer garants. Mais pour faire plaisir à Mackenzie, on va plutôt parler d'acteurs institutionnels qui participent à la préservation de l'équilibre budgétaire. Toutefois, ils ont une portée très limitée. Et en effet, il paraît assez paradoxal de considérer que certaines institutions sont garantes de l'équilibre budgétaire, lorsque l'on sait que depuis 1974 et le PLF de 1974, aucun budget n'a été voté à l'équilibre. Premièrement, il revient donc au gouvernement de s'assurer de cet équilibre. Lorsque les grandes lignes de l'équilibre économique et financier s'écartent des prévisions initiales, il reviendrait donc au gouvernement de proposer au Parlement un projet de loi de finances rectificative. Ensuite, le Conseil constitutionnel a élevé l'équilibre au rang de principe fondamental. Depuis l'adoption du dernier budget voté en équilibre, il est observé que les budgets déficitaires ne souffrent d'aucune censure de la part du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a quand même indiqué à plusieurs reprises la nécessité pour le gouvernement de mettre en place des lois de finances rectificatives au besoin si au cours de l'année, les prévisions venaient à évoluer. Son rôle dans l'application de ce principe est résiduel. Pour illustration, le Conseil constitutionnel empêche que de nouvelles dispositions lors de la deuxième phase d'élaboration de la loi de finances portent atteinte aux grandes lignes de l'équilibre préalablement défini et arrêté par le vote de la première partie. D'autres dispositifs plus substantiels existent et retiennent l'attention du Conseil constitutionnel, tels que l'adoption d'une loi de finances rectificative en cas de bouleversement justifiant les nouvelles dépenses. Il s'agit ici pour la juridiction de limiter l'utilisation de ce mécanisme. Ce contrôle limité du Conseil constitutionnel se justifie. Il faut le dire, la Constitution ne consacre pas expressément ce principe. Seul l'article 34, et comme on l'a dit, de la Constitution prévoit que les orientations pluriannuelles de finances publiques s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre. On a connu des obligations beaucoup plus tranchantes. Et du coup, le Parlement dans tout ça? En effet, Jeanne, la représentation nationale a un rôle de premier plan concernant l'adoption de la loi de finances avec un pouvoir d'amendement reconnu par l'article 44 de la Constitution. C'est donc sa seule influence, la possibilité de rejeter le PLF initial et de proposer par exemple des pistes d'économie. Le Sénat admet quant à lui que l'équilibre budgétaire ne fait pas partie des éléments que ce dernier contrôlera. Je cite, « Le contrôle budgétaire exercé par le Parlement porte sur la régularité et la sincérité de l'exécution de la loi de finances, ainsi que sur le bon usage des deniers publics et de l'adéquation des moyens aux objectifs. » On remerciera le Sénat pour la clarté de son témoignage. Mais n'existe-t-il pas d'autres instances? Et si, mais elles sont beaucoup moins connues par les citoyens. Elles ont pour priorité la lutte contre le déficit public et par extension budgétaire. On peut mentionner ici le Haut Conseil des finances publiques qui éclaire le gouvernement avec ses avis, mais il n'a aucun pouvoir de sanction sur les décideurs, notamment pour la non-application de leurs recommandations. Ce rôle de conseil est également rempli par la Cour des comptes. Elle évalue la sincérité et la soutenabilité des budgets sans pouvoir évidemment sanctionner. Ailleurs, les garants possèdent un réel pouvoir de contrôle. C'est le cas par exemple en Allemagne où on a la Cour constitutionnelle qui veille au respect de ce qu'on appelle le frein à la dette. Mais finalement, quelle est la véritable portée du principe d'équilibre ? En France, l'idée d'inscrire le principe de l'équilibre budgétaire dans la Constitution a fait l'objet de nombreuses discussions et de très nombreux débats également, depuis notamment l'adoption du TSCG, à savoir le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012. Il y a eu notamment 2 tentatives, en 2008 et en 2011, avec également différentes propositions de loi qui se sont adossées.
Une première proposition de constitutionnalisation a été proposée par messieurs les députés Sauvadet et De Courson et leur groupe parlementaire, et ils venaient, dans leur projet, modifier les articles 47 et 47.1 de la Constitution. Ils voulaient interdire de présenter ou d'adopter une loi de finances en déficit pour la section fonctionnement, et de faire également voter une loi de financement de la sécurité sociale dont les charges excéderaient les recettes. Mais après discussion, malheureusement, en séance publique, la proposition ne sera jamais adoptée. Autre tentative, portée par le député Frédéric Lefebvre en 2008, sa proposition n'ira pas plus loin que l'examen en commission. Elle visait à modifier l'article 34 de la Constitution pour y inscrire un principe d'équilibre budgétaire. L'objectif était que les lois de finances de l'année doivent garantir l'équilibre budgétaire de l'État et ne peuvent autoriser un déficit supérieur au montant des dépenses d'investissement. En 2008, plusieurs propositions poursuivent la même logique, atteindre ainsi l'équilibre de fonctionnement pour ne pas freiner la capacité d'investissement de l'État. Puis en 2011, il y a eu une deuxième proposition de constitutionnalisation avec un projet de loi constitutionnelle reprenant les recommandations du rapport Camp-Dessus. Bien qu'adopté en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, il ne sera jamais soumis au Congrès faute d'une majorité suffisante des 3/5. Aujourd'hui encore, le sujet reste largement débattu. Le 3 février 2025, un nouveau texte a été déposé relançant l'idée d'une règle d'or budgétaire pour garantir le retour à l'équilibre des finances publiques. Mais du côté de la doctrine, le scepticisme demeure. Beaucoup rejettent l'idée, la jugeant trop rigide ou incompatible avec les réalités économiques. Comme disait le professeur Michel Lascombe, il estimait que le retour à l'équilibre n'a pas besoin d'être inscrit dans la Constitution, c'est un choix politique et pas juridique. Depuis plus de 15 ans, les tentatives se succèdent pour inscrire l'équilibre budgétaire dans la Constitution sans jamais parvenir à franchir l'étape de l'adoption. Mais la constitutionnalisation du principe dans les autres pays empêche-t-elle réellement un budget en déséquilibre ? Dans la pratique, les résultats restent assez mitigés. En effet, l'Allemagne, pourtant modèle de la rigueur budgétaire, a dû faire sauter son verrou budgétaire pour mettre en place un plan d'investissement massif. De ce fait, elle a dû autoriser un déséquilibre de son budget 2025 pour financer ses investissements. Ce 4 mars 2025, un plan d'investissement massif avec plusieurs centaines de milliards d'euros, marquant une rupture sans précédent avec sa traditionnelle rigueur budgétaire, est annoncé par l'Allemagne. Plus globalement, un tel principe est difficile à mettre en œuvre, notamment du fait des divers aléas auxquels les États sont confrontés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe d'équilibre relatif à l'encadrement de l'élaboration et de l'exécution des lois de finances n'est pas considéré comme étant un principe au même rang que les autres, ou plutôt est le moins pertinent. Bien que reconnu comme principe fondamental depuis 1979 par le Conseil constitutionnel et précisé dans la LOLF, appliqué à l'État, ce principe révèle une fiction qui relève de la chimère. La France est en déficit budgétaire systématique depuis environ 50 ans. L'expérience internationale montre que la constitutionnalisation ne garantit pas le respect. En conclusion, ce principe illustre le paradoxe fondamental entre une aspiration juridique à l'équilibre et les possibilités ou manque de volonté politique d'y parvenir. Merci de nous avoir écoutés et on espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur le principe d'équilibre du budget de l'État. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette chaîne pour en apprendre plus. Au revoir. Au revoir.